Sous la direction de Christophe André, Secret de Psy, ce qu'il faut savoir pour aller bien. Chapitre 2, s'apaiser et s'équilibrer. Il n'y a pas que les sales moments à surmonter dans nos vies. Il y a aussi les petites boiteries de nos âmes, les recoins à angoisse, les poussières de honte, les peurs et les doutes. Alors, il faudra inlassablement travailler à bâtir et entretenir son équilibre. Oui, et c'est un sacré boulot. Partie 8, par Jean-Louis Monestès. Accepter ce qui se passe en moi. Nos pensées, nos émotions et nos sensations sont incontrôlables. C'est même précisément lorsqu'on tente d'asservir ces phénomènes psychologiques qu'ils prennent le plus d'ampleur et nous posent le plus de difficultés. Notre vie psychologique semble bien plus souvent être notre ennemi que notre ami. Elle est pourtant notre plus précieux partenaire. Comment arrêter de se battre contre son meilleur allié ? Il est impossible de contrôler ce qui se passe dans notre tête. Chacun d'entre nous préférerait se débarrasser d'une partie de ce que la vie déclenche en lui. Quelques mauvais souvenirs, une anxiété qui se met en route au quart de tour, une tristesse qui nous saute dessus sans crier gare, ou encore des jugements négatifs incessants sur soi. Voici un exemple de ce qui peut se passer dans ma tête. J'aimerais bien m'offrir ce scooter. Oui, mais je n'ai pas de place pour le garer. Je ne vais pas tout de même le laisser dans la rue, au risque de me le faire voler très rapidement. Il faudrait qu'on déménage dans une maison avec une petite cour. J'ai vu une annonce d'une maison avec une petite cour devant. Il suffirait juste qu'on vende notre maison, peut-être prolonger un peu le crédit, et ça devrait faire l'affaire. Mais je ne suis pas certain qu'une simple petite grille empêche les voleurs motivés. Ce n'est rien. Je ferai poser une grille plus haute. Mais ce genre de grille ne doit pas être donné. Tiens, je vais aller voir le prix des grilles sur Internet. Ah, tiens, j'ai un mail de Yann. Voyons ce qu'il dit. Non, les Espagnols ont publié une recherche sur la mémoire dans le TOC. Il faut que je regarde cet article tout de suite sur le site de l'éditeur. C'est incroyable le nombre d'articles que publie cet auteur d'ailleurs. Je vois passer son nom en permanence. Je vais aller voir sa liste de publications. Ça alors, ça ne marche plus. Zut, ça doit être le boîtier Internet qui fait des siennes. Allons voir, traversée du salon. Faudra tout de même que nous pensions à changer de fournisseur d'accès. Mais que font encore ces chaussures ici ? Je vais les ranger tout de suite. Marre de voir autant de bazar dans cette maison. Traverser la cuisine. Ah oui, tiens, ce n'est pas une mauvaise idée. Je vais manger un yaourt. La tête en ébullition. Ce que vous venez d'entendre correspond environ à 180 secondes de ce qui se passe dans ma tête. En à peine 3 minutes, je me suis escrimée à résoudre un problème qui n'existait pas, faire poser une grille dans une maison que je n'achèterai certainement jamais, pour protéger un scooter que je n'ai pas encore acheté. Puis je me suis laissé distraire par un mail que je n'avais pas prévu de lire, puis charmé par une recherche prometteuse, envahi par une envie de changement, je me retrouve finalement devant un yaourt. En 3 minutes, j'ai pensé 1000 actions et en ai accompli aucune, à part le yaourt. Et ce tumulte qui règne dans ma tête peut être quasiment permanent à certaines périodes de ma vie. Ceux qui, comme moi, connaissent cette distractibilité chronique savent à quel point elle est douloureuse. On se sent finalement surmené, alors qu'on n'a absolument rien fait de constructif. Du plus loin que je me souvienne, ce sentiment d'ébullition permanente m'accompagne. Il a toujours fait insupportablement partie de moi. Lorsque j'étais à la fac, il fallait que j'attende d'être fatiguée pour pouvoir envisager de réviser, afin que ce bouillonnement se calme un peu. En général, cela commençait vers 23 heures. Et il y a encore peu de temps, je ne le tolérais plus du tout. Je me sentais vraiment nulle de ne pas être capable de contrôler l'agitation de mes pensées, de ne pas savoir me poser calmement, de simplement m'apaiser. Il fallait que je parvienne à l'arrêter. C'est de cette façon que j'ai appris que c'est impossible. L'agitation des pensées. Vous avez certainement déjà essayé de ne pas être triste, de ne pas vous laisser envahir par l'anxiété, d'arrêter de ruminer la même idée ou de vraiment prendre confiance en vous. Et comme tout le monde, vous n'y êtes pas parvenu forcément. Peut-être même vous en êtes-vous voulu de ne pas avoir réussi à chasser cette idée de votre tête. C'est très fréquent. Simplement parce que,
Pour pouvoir oublier un souvenir qui vous dérange, il faut que vous le gardiez à l'esprit. Et donc vous vous en souvenez encore plus. Pour réussir à garder votre calme, vous surveillez attentivement le moindre signe de nervosité. Et la plus petite trace d'anxiété est quelque chose qui vous rend nerveux. Pour ne plus être triste, vous essayez de vous changer les idées, mais vous savez que si vous regardez la télévision, c'est précisément pour oublier votre tristesse, qui revient de plus belle. Arrêter de chercher à contrôler ce qui se passe en nous est en fait assez contre-intuitif. En effet, à chaque fois que nous rencontrons un problème, c'est bien en effectuant des modifications sur ce qui nous entoure que ce problème trouve une solution. Nous sommes habitués à ce que nos actions aient des conséquences appréciables. Mais cela est vrai uniquement pour ce qui se passe à l'extérieur de nous. Pour le reste, ce qui se passe à l'intérieur de nous, cela ne fonctionne pas. Mais nous avons tellement l'habitude que ce soit efficace que nous cherchons une solution identique. Et puis tout de même, il arrive que nous réussissons à modifier un peu nos pensées ou nos émotions. Il est possible parfois de se distraire un peu de ce qui nous inquiète ou nous attriste. Mais généralement, cela ne fonctionne pas très longtemps. L'ennui en matière de psychologie est que tout ce que vous poussez vers la porte finit tôt ou tard par revenir par la fenêtre. Difficile d'anesthésier les émotions. Enfin, et ce n'est pas la moindre des raisons qui nous amène à essayer encore et encore de prendre le contrôle de notre monde intérieur, nous sommes persuadés que les autres y parviennent aisément, que nous sommes les seuls à être trop nuls pour ne pas réussir à nous apaiser, à faire face à l'adversité sans sourciller. Voici un scoop. Ceux qui essayent de faire croire qu'il est possible d'anesthésier ses émotions, et même qu'il faut le faire, sont généralement ceux qui en souffrent le plus. Je répète souvent cette phrase aux patients que je rencontre. Pour tout ce qui concerne votre vie intérieure, ce que vous ne voulez vraiment pas, vous l'aurez. Plus nous mettons d'énergie à ne pas ressentir une émotion ou un sentiment, plus il nous envahit. Vouloir contrôler ces émotions, c'est risquer de les renforcer. Référez-vous à votre expérience. Vous avez certainement essayé plusieurs méthodes pour parvenir à extirper ce fatras psychologique que vous n'aimez pas et qui vous encombre. Y êtes-vous parvenu? Si la réponse est non, ce n'est pas parce que vous êtes plus mauvais qu'un autre. C'est simplement que nous ne pouvons pas modifier sur commande ce qui se passe en nous. Le plus sage est alors d'accepter tous ces mouvements psychologiques, de ne pas chercher à se débarrasser des messages de notre pensée, même s'ils sont désagréables ou douloureux. Ce qui se passe à l'intérieur est différent de ce qui se passe à l'extérieur. Les maîtres mots des nouvelles approches en psychologie sont acceptation et lâcher prise. On les retrouve malheureusement parfois utilisés à toutes les sauces. Car si l'acceptation est importante, elle n'est en aucun cas synonyme de résignation ou de passivité. Que nous essayons d'améliorer notre vie ou de nous protéger des dangers est bien légitime. Être capable de prendre des précautions et de l'avance sur les événements constitue même ce qui a permis à notre espèce de s'en sortir aussi bien. Mais si nous ne devons pas rester passifs face aux aléas de notre vie, il ne s'agit pas de les confondre avec ce qu'ils déclenchent en nous. Si nous éprouvons des émotions et des sentiments, c'est que cela nous est très utile. Et cela est très utile même pour les émotions et les sentiments qui nous sont si pénibles. La peur nous protège des dangers. La tristesse nous incite à demander de l'aide. La colère nous permet de nous sortir d'un mauvais pas. Et puis encore, les souvenirs sont essentiels pour éviter de devoir affronter les mêmes situations périlleuses. Les ruminations préparent nos comportements à venir. En bref, tout ce que nous ressentons et particulièrement ce que nous n'aimons pas ressentir revêt un intérêt certain. Faire la part des choses entre émotion et réalité. Le problème principal est que ces émotions si intenses nous paraissent parfaitement refléter la réalité. Nous confondons alors ce qui se passe réellement avec les répercussions que cela peut avoir en nous. Ce qui cause une peur, disons
Un accident de voiture, par exemple, n'est pas la même chose que l'émotion que nous ressentons. La peur ressentie en remontant dans une voiture après un accident n'est pas dangereuse en elle-même. Il n'existe aucun risque à ressentir la peur, pas plus qu'il en existe à être triste, anxieux ou préoccupé. Ce sont les circonstances qui sont à l'origine de ces émotions qui représentent un danger, pas les émotions en elles-mêmes. Ces émotions constituent même parfois de précieux indicateurs sur lesquels s'appuyer pour détecter que quelque chose ne va pas et décider d'agir. Agir sur la vie réelle. En revanche, il existe un risque notable à rejeter son anxiété, à combattre sa tristesse ou à lutter contre son inquiétude. Ce risque est de transformer sa douleur en souffrance. Nos actions doivent donc être dirigées vers la vie réelle, non vers ce qu'elle déclenche en nous. Si des efforts doivent être réalisés, c'est pour changer ce qu'il est vraiment possible de changer, et avec d'autres objectifs que ceux de contrôler ses émotions, de les faire taire. Les tentatives de contrôle permanentes. Regardez quelle est notre première réaction quand nous ressentons une émotion que nous n'aimons pas. Par tous les moyens, nous cherchons à la chasser, à prendre le contrôle sur ce qui se passe en nous. Les chemins que nous empruntons pour tenter de faire taire cette partie de nous sont indénombrables. Ils vont des évitements les plus subtils à l'anesthésie la plus complète, au moyen de l'alcool, des médicaments. Vous connaissez certainement ces injonctions adressées à vous-même. N'y pense plus. Calme-toi. Ça ne sert à rien de te lamenter. Il ne faut pas que je sois triste. Oublie tout cela maintenant. Nous nous battons contre nous-mêmes. Imaginez une équipe de football dans laquelle les joueurs passeraient tout le match à se disputer sur la façon de jouer. Il ne s'agit pas d'obéir à nos émotions. Il n'est pas question de suivre les conseils des joueurs les plus pessimistes, les plus inquiets ou les plus craintifs, mais simplement de se rappeler qu'il faut partie de l'équipe et que ce n'est qu'ensemble que la victoire est possible. Accepter ses émotions apaise. Le plus souvent, les patients que je rencontre perçoivent très rapidement l'intérêt d'ouvrir la porte à leurs émotions, de leur laisser une place en eux. Il faut dire que malheureusement, lorsqu'ils viennent consulter, c'est qu'ils sont parvenus à percevoir que la lutte contre leurs émotions et leurs sentiments ne leur a pas permis d'aller mieux. Pire, elle les a emmenés dans une spirale dont ils ne parviennent plus à sortir. Les intérêts de l'acceptation ne sont pas en eux-mêmes difficiles à saisir. C'est même tout l'inverse. Les premiers mouvements d'acceptation correspondent généralement à un grand soulagement. C'est précisément de cette façon que je les ai découverts au début. Un sentiment de relâchement et de paix intérieure, d'harmonie. Les mots peuvent paraître forts, mais passer d'un état où la vie semble être un combat contre ce qui se passe en soi à un sentiment d'unicité relève vraiment du soulagement et de l'apaisement. La plupart de ceux qui y parviennent parlent même d'une fatigue physique moins importante. Ce n'est pas un hasard si les recherches ont montré que les plus stressés et les plus déprimés d'entre nous sont ceux qui essayent le plus de contrôler leurs émotions. Accepter ses émotions s'apprend. Mais chasser le naturel, il revient au galop. En l'occurrence, notre naturel est de chercher à se débarrasser de ce qui fait mal. Et les mouvements psychologiques sont parfois aussi pénibles que les blessures physiques. Alors, dès qu'un problème se présente à nous, nous retombons dans le panneau et cherchons de nouveau à contrôler nos pensées et nos émotions. Malgré ce que je sais de l'acceptation et de l'impossibilité de contrôler ce qui se passe dans ma tête, il n'est pas rare que je me retrouve à ressasser un problème alors qu'il n'existe manifestement aucune solution. Il n'est pas rare non plus que je peste contre l'incessante agitation qui règne dans ma tête, que j'essaye de me calmer, ce qui m'agite davantage. L'acceptation est un travail de chaque instant, une compétence qui s'affine avec le temps. Même avec l'habitude, il faut un moment pour s'apercevoir qu'on est en train de chercher à faire disparaître une émotion, un souvenir ou une pensée pénible.
et encore un peu plus d'entraînement pour réellement l'accepter. Comment accepter ce qui se passe en nous? Je vous propose un petit exercice que je pratique moi-même de temps à autre lorsque je perçois que quelque chose me préoccupe vraiment au point de m'empêcher de me concentrer sur ce que j'ai à faire. Petit exercice d'acceptation. Prenez un moment pour considérer un problème qui vous préoccupe actuellement. Ça peut être une dispute avec un vieil ami, ça peut être un souci par rapport à votre avenir professionnel. Laissez-vous envahir par les pensées catastrophiques qui apparaissent en vous à propos de ce problème. Laissez-vous envahir par l'issue que vous redoutez. Parce que vous n'aimez pas dans cette situation. Essayez maintenant d'envisager que ce problème ne trouve jamais de solution. Vous ne vous réconcilierez jamais avec votre vieil ami. Vous ne décrocherez jamais le poste dont vous rêvez. À présent, projetez-vous dans l'avenir et considérez que la difficulté que vous traversez sera toujours là. Enfin, abandonnez-vous à cet état de fait pendant quelques instants. Laissez les émotions vous traverser, prendre place en vous. Et éventuellement disparaître quand elles l'auront souhaité. Regardez comment vos pensées bataillent contre ce que cet exercice déclenche en vous. Peut-être avez-vous pensé qu'il s'agit d'un exercice stupide. Peut-être vous êtes-vous dit qu'il ne s'agit précisément que d'un exercice et qu'il n'a rien de réel. Ou encore, peut-être qu'une pensée d'annulation a fusé dans votre esprit. Quelque chose comme « Mais non, cela n'arrivera pas ». Toutes ces réactions, logiques et habituelles, sont justement celles qu'il faut apprendre à repérer. Elles représentent la lutte qui s'agite en vous face à ce problème. Elles sont celles qui vous épuisent quotidiennement. Si vous pouvez résoudre le problème que vous rencontrez, il vous est impossible de supprimer les émotions qu'il déclenche actuellement. Et si vous vous épuisez à lutter contre ces émotions, vous gaspillez une part de l'énergie qui vous permettra peut-être de trouver une solution, de passer à l'action. Devenir spectateur. Considérez maintenant un instant cette activité psychologique dont nous parlons. Si vous pouvez l'observer, c'est qu'elle ne vous définit pas en tant que sujet. Vous n'êtes pas triste. Vous ressentez de la tristesse. Vous n'êtes pas anxieux. Vous ressentez de l'anxiété. Je ne suis pas agité. Je ressens de l'agitation. Toutes ces perceptions apparaissent en nous et nous pouvons les observer d'une manière plus distante, comme le spectateur d'une pièce de théâtre. Face à ce spectacle, il faut faire preuve de curiosité et d'intransigeance, se demander ce que la vie va encore bien pouvoir déclencher en nous et prendre tout ce qu'elle nous offre. Quand vous détectez une tension en vous, plutôt que de chercher à vous en débarrasser, arrêtez-vous un moment et regardez où la bataille fait rage. Détectez ce que vous essayez de contrôler sans même vous en rendre compte. Remerciez-vous d'être toujours bien alerte.
et remerciez aussi votre intelligence de faire son travail. Ensuite, baissez la garde et accueillez cette émotion comme elle se présente. Puis, partez avec ce vous qui forme un tout indissociable vers ce qui compte réellement pour vous. Agissez sur ce qui est à votre portée. Le reste, ce qui se passe à l'intérieur de vous, évoluera peut-être en conséquence, ou peut-être pas. Mais au moins, vous ne vous serez pas battu contre les moulins. Il existe plusieurs façons de regarder une toile de maître. Vous pouvez chercher à comprendre ce qu'a voulu communiquer l'artiste. Analyser à quel mouvement pictural il appartient. Étudier le choix des couleurs, etc. Vous pouvez aussi y porter un regard critique et regretter que l'œuvre ne soit pas plus colorée ou plus figurative, ou que sais-je encore. Vous pouvez enfin tout simplement la regarder sans chercher à l'analyser. Vous en imprégnez et vous laissez envahir par les émotions qui apparaissent. Ce qui se passe en nous constitue un véritable chef-d'œuvre en perpétuelle évolution. Apprenons à en devenir des spectateurs avertis, des amateurs au sens premier du terme. Développons notre curiosité de ces phénomènes si complexes qui apparaissent en nous. Comme le disait si bien Marc Aurèle, empereur, philosophe stoïcien et écrivain romain du IIe siècle après Jésus-Christ, « Mon Dieu, donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer, la sérénité d'accepter celles que je ne peux pas changer, et la sagesse de distinguer entre les deux. » Chacun, selon sa spiritualité et ses convictions, peut remplacer la formule « Mon Dieu » par « univers », « esprit »,« ange », ou bien envers soi-même ce qui donnerait « Je me donne le courage de changer les choses que je peux changer, la sérénité d'accepter celles que je ne peux pas changer, et la sagesse de distinguer entre les deux. »